Bonjour et bienvenue à ce cours intitulé Théorie des systèmes d'exploitation et pratiques de GNU Linux. Il s'agit de la séance d'introduction, qui traitera des objectifs pédagogiques et qui démystifiera l'objet du cours lui-même, à savoir le système d'exploitation. Concernant les objectifs pédagogiques, à terme de cette première séance, vous saurez, ou tout de moins vous aurez quelques éléments de réponse, la raison qui fait qu'un système d'exploitation est indispensable sur nos machines grand public, mais également sur des téléphones portables ou des serveurs. Et plus loin dans le cours, vous saurez assimiler un certain nombre de concepts théoriques qui sont sous-jacents au système d'exploitation en général. Donc pas forcément que pour Linux, mais ce sera aussi valable pour du Windows, pour du macOS, etc. Sur Linux en particulier, puisqu'il y a une dimension de pratique, et elle se fera sur Linux. Vous saurez effectuer un certain nombre de tâches d'administration que l'on rencontre quotidiennement sur des machines, telles que la mise à jour des programmes, la gestion des utilisateurs, des processus, assigner des permissions et des quotas, etc. On va essayer de vous former à la gestion, on va dire, de la production et de ce qui peut se passer en production, c'est-à-dire sur des serveurs qui vont rendre un service à des utilisateurs finaux. Et sur ces machines-là, il y a des évolutions à faire, il y a de la configuration, et puis il y a également des problèmes et des anomalies qui peuvent être rencontrés. Je vais vous donner un certain nombre de clés, d'outils, pour résoudre ces situations, pour appliquer des mesures correctives. Tout en ayant en tête que toute mesure corrective n'est pas anodine, et qu'il peut y avoir des impacts en termes de sécurité, et qu'il faut en avoir conscience. C'est pour ça aussi que je vais vous sensibiliser à un certain nombre de fonctionnalités, comme la commande man, qui ouvre le manuel sur votre machine, qui va vous permettre d'être autonome sur l'accès à la documentation, pour savoir, par exemple, si vous trouvez une ligne de commande sur Internet, ce qu'elle fait, de façon objective, et ne pas copier bêtement des instructions qui pourraient mettre à nu votre système. Enfin, je veux que vous acquériez une certaine culture de l'écosystème GNU Linux et que vous soyez familiarisé avec les principaux services et logiciels que l'on rencontrera sur des distributions classiques. Par exemple, un serveur web, des serveurs FTP, SSH, etc. Ces noms vous disent peut-être encore rien, mais justement, à la fin du cours, ils vous diront quelque chose. C'est tout l'objectif. Il y aura plein d'autres choses encore. Hein. C'est une liste à l'après-vert, mais absolument pas exhaustive, des objectifs pédagogiques. Concernant le format du cours lui-même, donc il y aura à la fois des cours, des travaux pratiques et des quiz. Les cours seront des vidéos, comme celle-ci. Ils pourront être un petit peu en retard par rapport au contenu que je publie sur mon site sur lequel vous retrouverez également des travaux pratiques et les quiz. Les travaux pratiques auront des sujets sur le site, et tout ce qui va être correction et démonstration qui sont finalement en fin de TP, viendront également sous forme de vidéo. Donc il faudra juste faire attention à les prendre dans le bon ordre. Je mettrai un petit rappel à chaque fois, un petit avertissement en début de vidéo. Et enfin pour les quiz, ceux-là sont exclusifs on va dire au site internet. Ils vous permettront de tester vos compétences. Et enfin surtout plus que les compétences, de tester les acquis théoriques. Parce que les compétences se vérifient plutôt pendant les TP, autant pour moi. Donc maintenant on va démystifier un peu les rôles d'un système d'exploitation. Oui d'ailleurs, j'ai dit système d'exploitation, OS, c'est la même chose. OS vient de Operating System, qui est le nom anglais de système d'exploitation. Et le premier rôle, c'est de simplifier l'utilisation des ressources matérielles par les logiciels. Là, sur votre gauche, vous avez une capture d'écran qui correspond à une recherche que j'ai faite sur un site de vente de composants électroniques, enfin de composants informatiques, répondant aux termes de cartes réseau. Des cartes réseau, donc c'est un composant parmi d'autres qui existent auprès de nombreuses marques, Gigabit, je le prononce peut-être mal, des Link, etc. Et avec différentes technologies. Il y a la version Wi-Fi, il y aura la version Ethernet, puis plein d'autres variantes encore. Même des versions USB avec des interfaces et puis des protocoles qui se rajoutent dessus. Puis après, pour chaque catégorie et chaque marque, vous y ajoutez la démultiplication par les modèles. Ce qui fait que si vous étiez un éditeur de logiciels, donc quelqu'un, une entreprise ou un individu qui développe des logiciels
et que vous deviez adapter votre logiciel à chacun des modèles sur le marché, ben, vous ne pourriez pas, tout simplement. Déjà parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter tout ce matériel, que vous n'aurez jamais assez de PC pour les tester, vous n'aurez jamais assez de temps pour les tester, bref, c'est pas possible d'imaginer tous les scénarios, etc. C'est pour ça que l'OS le fait très bien pour nous et qu'il expose à la place une interface. Sous Linux, on va parler des normes POSIX qui nous viennent d'Unix, on en reparlera. Bref, une interface qui fait que si du nouveau matériel est mis sur le marché, l'OS est responsable de le supporter et d'exposer quelque chose de stable, une interface stable, pour que les logiciels n'aient pas besoin d'évoluer en même temps que le matériel. Maintenant, le système d'exploitation, il a d'autres rôles. En plus d'ajouter le support du matériel, il va faire en sorte que plusieurs logiciels puissent l'utiliser en même temps. Vous êtes sur des systèmes multiprocesseurs, enfin multiprocessus, multitâches et multi-utilisateurs. Même si vous l'utilisez en tant que PC domestique, vous n'avez peut-être pas l'impression que c'est un système multi-utilisateur, on reviendra dessus. Toujours est-il que si vous prenez le petit schéma que je vous ai fait sur la gauche, c'est un peu un sandwich. Vous avez le système d'exploitation, ici Ubuntu, qui est une distribution Linux parmi d'autres, qui est pris en sandwich entre des programmes au-dessus, Firefox, LibreOffice, GIMP, et des ressources matérielles, des périphériques, etc., qui sont le processeur, par exemple, le disque, voire les disques, il peut y en avoir plusieurs, les interfaces souris-clavier et autres périphériques d'entrée-sortie. Donc, si Firefox, par exemple, voulait faire le rendu d'une page, puisque vous êtes en train de naviguer sur n'importe quel site, par exemple Google, il a besoin d'accéder temporairement au processeur, le temps de faire ses calculs. Juste après, il va le rendre. Pour avoir accès au processeur, il va demander à Ubuntu de lui prêter. Donc Ubuntu, s'il n'a pas une autre demande en même temps, il va prêter à Firefox le temps qui sera nécessaire, donc le temps que Firefox remplisse sa tâche, ou jusqu'à ce que quelqu'un d'autre ait besoin du processus et ait besoin d'être nourri, entre guillemets, puisqu'il faut que chaque processus qui va tourner ait un accès équitable à ses ressources. Donc voilà comment, par exemple, Firefox, LibreOffice et GIMP vont pouvoir accéder successivement au processeur. Même chose pour les souris. Là, la gestion, elle est par exemple un peu différente. Pendant que Firefox est en premier plan, on veut que la souris soit dédiée à Firefox. Pareil pour le clavier. Vous ne voulez pas que votre saisie clavier arrive dans LibreOffice alors que vous faites une recherche sur Google. Là aussi, c'est l'OS qui va temporairement dire que la souris et le clavier sont les ressources exclusives de Firefox tant qu'il est au premier plan. Puis vous irez sur GIMP, à ce moment-là, GIMP prendra le focus et Firefox ne recevra plus les entrées-sorties du souris et du clavier. Voilà. Autre rôle de l'OS. Puis après, il y a la gestion des droits des utilisateurs. Vous avez entre les mains un système d'exploitation, que ce soit Windows, Mac ou Linux, qui est multi-utilisateur aujourd'hui. Vous ne le voyez pas forcément, mais déjà, vous avez un multi-utilisateur parce que plusieurs utilisateurs peuvent utiliser en même temps la machine, c'est ça que vous ne voyez pas souvent. Par contre, le deuxième cas qui est que plusieurs utilisateurs peuvent utiliser successivement la même machine avec plusieurs comptes, ça c'est plus classique, vous devez l'avoir rencontré. Toujours est-il que l'OS va venir avec un certain nombre de mécanismes qu'on peut apparenter à des mécanismes de sécurité, tels que la gestion des identités et des mots de passe, qui va permettre ensuite, qui est une fondation pour d'autres gestions d'identité. Ça va permettre, par exemple, d'introduire une notion de propriété d'un fichier, par exemple, par un utilisateur. Un utilisateur peut être propriétaire d'un ou plusieurs fichiers, d'un ou plusieurs processus. Il a des contrôles supplémentaires sur ces processus, il peut par exemple les arrêter. Il peut partager des droits avec d'autres utilisateurs ou d'autres processus. C'est le système de permission, donc on a propriété et permission. Puis après, il y a tout un tas de mécanismes en place qui sont plus ou moins directement liés au système de gestion des droits, puisqu'ils garantissent qu'il va fonctionner correctement, c'est tout ce qui va être lié à la sécurité. Et une des clés de la sécurité, c'est le cloisonnement. Par exemple, si vous avez deux utilisateurs, il faut qu'ils soient suffisamment séparés pour que si l'utilisateur A soit propriétaire d'un fichier et décréter que l'utilisateur B ne devait pas le voir, que la confidentialité soit assurée. Donc ça, c'est assuré entre autres par des mécanismes de cloisonnement.
On va passer sur une petite étude de cas. On va parler de deux programmes, programme 1 et programme 2, sur la droite du système d'exploitation. Ici, c'est un Linux, la mascotte, le manchot, il s'appelle Tux, donc c'est la mascotte du système d'exploitation. Donc à droite, nous avons deux programmes. À gauche, nous avons immédiatement à gauche la carte réseau, une carte PCI, Ethernet. Et derrière, nous avons en fait le correspondant, les données, qui nous viennent d'un interlocuteur des deux programmes. Nous voulons que le programme 1 et le programme 2 puissent communiquer en même temps, avec différents partenaires qui se trouvent de l'autre côté, par exemple sur Internet. Tous les flux qui sont du côté droit de Linux, du système d'exploitation, sont démultiplexés. C'est-à-dire que, si vous regardez les couleurs, le programme 1 en bleu a des flux matérialisés par des flèches, également en bleu. Et ce sont que ces flux. Et il entretient cette conversation avec l'OS, parce que c'est l'OS qui va gérer ces flux. Comme on l'a vu, système d'abstraction de l'accès aux ressources. Même chose pour le programme 2, sauf que lui, il est en orange. Ça va arriver sur Linux qui va contrôler la carte réseau, et sur la carte réseau, il n'y a entre guillemets plus qu'un seul câble connecté dessus, donc toutes les données, elles passent sur ce même câble, qu'on est multiplexé. Linux va s'assurer après que l'échange qui est bidirectionnel, puisque le programme 1 va communiquer avec Internet, mais Internet va lui répondre. Va s'assurer que le programme 1 envoie ses données vers le bon site et que le bon site lui réponde exclusivement à programme 1. Donc là, si on reprend ça sous forme, on va dire, de points et de rôles mis en évidence, on a la mutualisation des ressources en parallèle par plusieurs processus, on a l'abstraction de l'accès à la ressource, on a la question de la performance, puisque l'OS joue beaucoup pour la performance des programmes qui tournent sur lui, et puis on a quelques points de sécurité et de cloisonnement. Donc, côté mutualisation, donc on l'a vu, on a deux programmes en concurrence, mais qui veulent faire la même chose au même moment, c'est-à-dire communiquer avec l'unique carte réseau qui est sur la machine et l'unique câble qui est sur cette carte réseau. Donc l'OS fait ça, on l'a vu. L'abstraction, parce que chaque programme doit pouvoir s'adapter à n'importe quel type de carte réseau et il ne veut pas avoir à gérer la complexité de cette carte réseau ou tout ce qui va avec. C'est encore une fois, c'est la question de l'OS de régler cette problématique-là. Ce qui fait aussi que le programme est du coup beaucoup plus simple et plus amène de fonctionner en plus de circonstances. Il est plus fiable. Il y a une question de performance. La performance, parce que si deux programmes communiquent en même temps, il n'est pas question que les deux programmes reçoivent les réponses mélangées et que ce soit eux de faire la séparation. Ça n'aurait pas de sens. En plus, c'est du temps de calcul qui serait gâché. Ce serait du travail fait plusieurs fois puisque tous les programmes devraient le faire. Voilà. Et en plus, si jamais le programme n'était pas adapté pour le traiter un certain type de réponse, il planterait. Donc, vaut mieux le traiter ça en dehors. Quitte à le faire, autant le traiter dans l'OS. Et puis enfin, il y a la question de la sécurité par cloisonnement. Chacun des flux arrivant uniquement dans le bon programme, on s'assure de la confidentialité des flux, de sorte à ce que Firefox, qui viendrait de faire une transaction sur Internet, sur un site de commerce par exemple, ne voit pas la réponse qui lui était destinée envoyée à un courrieleur qui n'est pas de confiance, ou beaucoup moins de confiance que par exemple Firefox, dans lequel l'utilisateur a été prêt à saisir ses cartes bancaires. Voilà, donc aussi une question de cloisonnement et de sécurité. Avec ça, vous avez un certain nombre de clés pour comprendre la nécessité d'un système d'exploitation. J'en profite pour vous dire que ce cours et la plupart des autres que vous aurez, même en avance, seront sur mon site internet, donc vous avez l'adresse là, thomas-veillard.fr. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul chapitre, mais ça va s'étoffer assez vite. Moi, ça va s'étoffer beaucoup plus vite que les vidéos qui me demandent beaucoup plus de travail. Le prochain cours s'intitulera brève histoire de GNU Linux. Et vous allez le voir, on va remonter en 1970, mais on va pas non plus y passer des siècles. Sur ce, à la prochaine.